forcément les mêmes. Mais est-ce que c'est une formule rentable? Ça attire de nouveaux clients, mais c'est peut-être des clients qui vont moins dépenser qu'en hypermarché, sans doute, avec moins de références, il n'y aura pas l'achat plaisir. Alors, le panier moyen du drive est plus élevé que celui qu'on peut trouver en hyper. Le point, c'est important de signaler ça. En revanche, la fréquence est un peu moins soutenue qu'un client, on va dire, traditionnel, parce qu'on va dans un drive à peu près entre 2 fois et demi par mois, alors que sur une clientèle hyper, on est à 3 et demi. Et puis, en revanche, c'est vrai, ce que vous disiez, on trouve des typologies de produits qui sont fortement surreprésentés. Typiquement, les produits lourds, pondéreux, vont être un peu plus plus présents dans du drive, et en revanche, on trouvera un peu moins de produits frais. Oui, c'est pas encore très prégnant les produits frais. Voilà. Karine Brana, oui. Alors sachant qu'il y a assez peu en fait de foyers qui vont être exclusifs au drive. Voilà. Bien souvent, ce qu'on constate, c'est que vous allez avoir des achats, ce qu'on appelle les catégories de coffres. Vous allez acheter vos produits en drive et compléter, soit en faisant des achats dans le magasin de proximité, soit en allant acheter des produits frais par ailleurs. Donc il y a une mixité de canaux de consommation. Ce point-là, c'est tout à fait vrai. Preuve en est que certains, alors je vais citer le concept d'Auchan, qui a Archimbo, qui est un concept dans lequel ils ont construit un drive et à côté ils ont construit une très grosse zone frais pour exprimer vis-à-vis des clients l'idée de se dire vous pouvez bénéficier du service drive et tout de suite mon histoire c'est le frais. Même si cette histoire, elle est vraie pour tous les drives accolés des hypermarchés, parce que vous avez dans un hypermarché, vous avez un gros rayon frais. Alors Nicolas Le Hérisser, le gouvernement envisage donc d'encadrer un peu les choses, de rendre obligatoire la demande d'autorisation. Quel impact ça aurait pour un groupe comme Oura ? Alors pour Oura, déjà nous n'en sommes qu'au stade du pilote, donc on n'est pas trop inquiet, je dirais, sur la question. On n'a pas effectivement le développement que peuvent avoir des grands groupes actuellement. Maintenant, pour la filière, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. On est sur une filière qui est née en fait d'une demande de nos clients. Aujourd'hui, les consommateurs demandent ce type de service, et finalement, on n'ouvre pas des mètres carrés. Le modèle de la collée, qui est quand même le grand modèle dominant et qui est le plus rentable d'ailleurs, c'est pas une ouverture de mètres carrés, c'est tout simplement un service en plus qui est offert par l'hyper. Un peu comme les hyper qui en bout de caisse vont vous proposer de vous les livrer, ces courses. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on va soumettre à autorisation, qu'est-ce qu'on va interdire, et surtout quelles vont être les conséquences sur le développement économique et sur l'emploi qui, je crois, est un cheval de bataille important aujourd'hui. Rodolphe Bona, ça pourrait vraiment ralentir le développement ou pas ? Alors le ralentir... En fait, commercialement, je crois pas, mais en revanche, le ralentir au niveau encadrement, oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le concept de drive est soumis à le même cadre législatif que la vente par correspondance. Donc, du coup, ça veut dire que, en fait, la zone d'entrepôt est considérée comme une zone de stockage, et le fait que vous alliez retirer en fait vos produits dans cette zone-là, c'est considéré un peu comme une vente. Un peu même chose que la Redoute et ses points relais si jamais je faisais un parallèle. C'est vrai que là, le législateur, en vue l'explosion et le succès commercial et le fait que plus de 1000 drives quand même en un an, ça fait beaucoup, et décidé d'essayer de quitter en fait cette zone législative qui est de la VPC pour la ramener vers plutôt une législation plus commerciale, on va dire. Donc c'est vrai que ça va mettre un niveau de contrainte supplémentaire à la mise en œuvre des drives, et particulièrement des drives déportés. D'accord, puisque pour le coup, ça sera plus compliqué de mettre en œuvre un drive déporté, puisque là, on ne s'adosse pas à un cadre législatif d'un magasin existant. Ceci dit, Nicolas Le Hérisser le soulevait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des lieux, il y a des endroits où c'est vraiment... toutes les enseignes veulent être au même endroit, et donc du coup on a une petite guerre quand même des entrepôts, des emplacements. Est-ce que puisque tout est stratégique, il faut être le premier, il faut être au meilleur endroit de la ville, est-ce que ça va pas freiner un petit peu ce phénomène qui est peut-être un peu exagéré, un peu excessif? Alors il y a oui, ça va le ralentir quelque peu, mais je ne pense pas que ça va l'arrêter totalement. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme on le voyait tout à l'heure, à peine 15% des drives sont des drives déportés. Le reste, c'est finalement un service additionnel à un magasin déjà existant, c'est-à-dire à une zone commerciale déjà existante. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir de plus en plus de déportés ? Vous dites, de drive déportés. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est le vrai enjeu d'un commerce additionnel au-delà de sa zone de chalandise primaire, c'est ce fameux drive déporté. Et c'est lui qui va être le premier impacté par le nouveau cadre législatif. En revanche, ça c'est une réalité. Il y a un enjeu stratégique
énorme, hein, parce que on voit très très bien qu'on gagne des clients sur le Drive. Karine Brana. Oui, alors moi ce que j'ai envie de dire, c'est si on se place d'un point de vue de création de valeur, aujourd'hui le canal Drive crée de la valeur, crée des emplois, crée du service aux consommateurs. Quand on interroge les consommateurs, et on sait que ça a été poussé vraiment par la demande consommateur de gain de temps, d'avoir plus de temps libre. Donc finalement, pourquoi prendre le risque de freiner ce développement qui développe économiquement, crée des emplois et remporte une adhésion sans précédent des consommateurs. Rodolphe. Alors, deuxième point pour souligner ce que dit la Karine. N'oublions pas, et là je vais dire que je me fais un peu porte-parole de la collective du commerce et de la distribution, mais c'est un service additionnel qui aujourd'hui est quand même supporté à 100% par les acteurs de la distribution. On l'oublie, ça pèse entre 0,5 et 0,7% du chiffre d'affaires, ce qui est considérable. Je rappelle qu'un hypermarché fait entre 1,5 et 3% de résultats sur son chiffre d'affaires. Donc c'est un investissement énorme de services qui est rendu aux consommateurs, et on a tendance à oublier que là, les commerçants font leur travail. Ils sont souvent décriés, donc là, essayons de souligner leur implication là-dessus. Régulation ou pas, est-ce que les distributeurs vont pas être quand même contraints de repenser un peu les choses? On a l'impression que les drives se sont développés très vite et parfois que l'offre n'est pas forcément toujours adaptée. Rodolphe, Nicolas Le Hérissier. Effectivement, c'est ce que nous disent nos clients. C'est ce qu'a dit le panel qu'on a étudié depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire que la plupart des clients des drives disent que c'est une formidable idée, que ça leur fait gagner du temps, mais qu'en pratique, ils y vont parfois un petit peu à regret parce que dans certaines enseignes, l'offre est vraiment très très réduite et la qualité de service est souvent médiocre. À titre de comparaison, chez Aura, on a eu en 2012 plus de 98,5% des commandes qui étaient parfaites. Quand je dis parfaite, c'est la préparation, la livraison, tout est absolument nickel. Ouais, on est peut-être encore dans un système de rodage, en tout cas pour les enseignes. Tout le monde, apprend finalement. On apprend le métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de la clientèle dit écoutez, on attend beaucoup plus d'offres, on attend une qualité de service à la hauteur de nos exigences. Et finalement, je me demande si c'est pas ça qui régule le plus le marché aujourd'hui, plus que la législation. C'est la capacité à rendre au client ce qu'il attend. Et puis finalement aussi certaines grandes enseignes comme Leclerc, on va dire, qui sont un petit peu en avance. De toute façon, le temps qu'on légifère, nous on aura fini notre croissance et finalement on sera tranquille, on aura atteint un palier. C'est vrai que la mise en œuvre au niveau de cette communication sur le côté législatif a accéléré et accélère un grand nombre de projets actuellement. Ah oui, c'est-à-dire que par définition, tout d'un coup, on joue la montre, quoi, et par définition, oui, en effet, le développement ne va pas s'arrêter là et va même un peu s'accélérer dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Karine Brana, vous le ressentez, ça, parfois des offres qui ne sont pas toujours très, très adaptées? Alors oui, nous ce qu'on dit, c'est que notamment via la comparaison sur Monsieur Drive, c'est que chaque enseigne va pouvoir jouer son équation, que ça soit offre promotionnelle, prix au quotidien, avantage fidélité, qualité de service, préparation des commandes. Nous allons favoriser cette comparaison pour les consommateurs, favoriser les remontées d'informations par les consommateurs, et comme dans la vraie vie, dans les magasins physiques, vous avez des différences d'un point de vente à un autre. Merci beaucoup à tous. Merci Karine Brana, présidente de monsieurdrive.com, Nicolas Le Hérissier, directeur marketing de Oura.fr, Oura qui fait partie du groupe Cora, on le rappelle, Rodolphe Bonas, spécialiste du secteur, directeur général de CACOM, et on vous retrouve tous les dimanches avec David Doba. Merci à tous. Restez avec nous, allez, pour vous ouvrir l'appétit, la chronique Découvert d'Emmanuel Rubin. Il vous amène ici les Moulineaux, juste à côté des studios de